Est-ce normal d'imaginer ma fille à la place de celle-ci, dont la terre entière a entendu le discours émouvant? Est-ce normal d'être persuadée à l'avance que ma fille sera discriminée en France, malgré le fait qu'elle aura un certain niveau d'études? Est-ce normal de se battre au quotidien pour les retombées que peuvent avoir une couleur de peau noire et un nom à consonance étrangère en France? Mais oui, c'est normal, car tout cela, c'est du déjà-vu. J'ai 32 ans et j'ai une fille de 3 ans. Je suis une femme, une noire, une maman, une métisse, une blanche. Oui, tu as très bien entendu, je suis aussi une blanche. Je m'explique. Dans mes souvenirs les plus lointains, me rapprochant de l'âge de ma fille, je ne me rappelle pas avoir pris conscience de ma couleur de peau jusqu'à l'âge à peu près de mes 7 ans. C'était la première fois que j'en avais conscience. Cette couleur de peau à laquelle mes frères et moi n'attachions aucune importance nous définissait aux yeux des gens. Trop noire en Europe, trop blanche en Afrique. Voilà tout le paradoxe d'une personne métisse. Comme on dit vulgairement, avoir le cul entre deux chaises. Mais souvent aussi, être aux premières loges des deux camps pour comprendre le combat de mes deux communautés. Durant mes années d'études, soif de connaissances, j'ai failli redoubler quelques années parce que je n'arrivais pas à trouver de stage en France. Étudiante au nom à consonance étrangère ou encore trop noire pour être acceptée dans une entreprise française pour un stage non rémunéré. Show must go on. Heureusement qu'à l'étranger, cette même image de la France idéalisée à travers le monde a fait qu'on m'ait acceptée sans problème pour valider mes années d'études. Je suis donc allée au Sénégal, en Inde, en Argentine et même aux Canaries. Mal pour un bien, tu me diras. Au moins, j'ai appris des langues, j'ai voyagé et j'ai validé mes diplômes. Show must go on. Je suis très reconnaissante d'avoir pu bénéficier de bourses pour partir à l'étranger faire mes études. Mais dois-je pour autant oublier que j'ai été discriminée en France? Alors oui, petite précision, je suis moitié sénégalaise italienne. Si aujourd'hui je suis discriminée en France, c'est pas parce qu'on va me dire sale rital, c'est parce qu'on va me dire sale négresse. Ces faits récents se sont passés malheureusement dans le cadre de mon travail. Mais bon, passons, show must go on. De fait, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous les couples mixtes qui pensent qu'il s'agit d'un problème de noir, un problème de minorité, alors que leurs propres enfants sont tout autant métis que moi. Détrompez-vous, malheureusement, si les choses ne changent pas, vos enfants ne seront pas plus épargnés que moi. Ces images que vous voyez, que ce soit ces vidéos, ce ne sont pas des caprices. C'est le seul moyen que les minorités ont trouvé pour faire comprendre à d'autres communautés et au monde entier qu'il y en a marre. Le problème des métis tout au long de leur vie est que souvent ils ne sont pas acceptés ni d'un côté ni de l'autre, alors qu'ils sont en plein milieu et qu'ils ne peuvent pas choisir un des camps. Parce que nous sommes tout simplement les deux. Aujourd'hui, étant adulte, appelez-moi comme vous voulez, caramel, noir, blanche, selon ma situation géographique. J'accepte tout dans la limite du raisonnable quand même. Tu ne t'étonneras pas donc dans beaucoup de mes vidéos qui vont suivre si je défends mon côté noir, cette communauté noire à laquelle la société française me renvoie fréquemment. Pour cette cause, mon camp est choisi. Ayant beaucoup voyagé, il est vrai qu'il y a de la discrimination et du racisme un peu partout sur cette terre. Mais il faut avouer qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier qui se passe en France. Pourquoi se réveiller un matin et rejeter cette belle diversité qui fait la richesse de la France? Je vous mets une interview d'Alama Bankou qui en parlera certainement mieux que moi. C'est parti. Nous sommes plutôt dans une période de régression. On a l'impression, on ne parle pas beaucoup de culture noire. Si, on en avait beaucoup parlé et ça c'était le berceau qui sauvait le bébé des cultures noires. On les recevait ici. De la même manière, quand en politique, il y avait beaucoup de Noirs qui étaient à l'Assemblée nationale. C'était évident dans les années 30-40. Léopold Sédar Senghor, il était député à l'Assemblée nationale. Félix Tikaya, il était député à l'Assemblée nationale. Léon Gontran Damas, il était député à l'Assemblée nationale. Et les exemples abondent. Houphouët-Boigny, ils étaient même des ministres en France. On avait des ministres noirs. Et ici, quand il y a un ministre noir, on commence à applaudir alors qu'il suffit d'ouvrir les pages de l'histoire, ils étaient là. C'est notre époque qui les a réduits parce que nous allons plutôt sous la forme de l'entonnoir. J'espère de tout mon cœur que la France ne fera pas partie de ces nations-là parce que jusqu'alors, la France avait toujours été l'unité de mesure dans le sens de l'hospitalité. Elle a reçu les Noirs américains
qui fouillaient le Ku Klux Klan et la ségrégation raciale. Paris a été la capitale culturelle où vivait James Baldwin, où vivait Miles Davis, où vivait Chester Himes, où vivait Josephine Baker. Le jazz a connu ses moments de gloire ici, à Montparnasse, etc., etc. Mais que s'est-il passé entre-temps? Cet entonnoir engendre des manifestations plus ou moins calmes comme celle-ci. Justice! Ces manifestations, dont moi-même j'ai fait partie, demandent de justice pour des citoyens français. C'est pour tous les Adama Traoré, pour tous les George Floyd du monde entier. Qui sait, demain ça pourrait être un de mes frères à leur place. Tu sais, s'il y a des manifestations qui dégénèrent, c'est parce qu'il y a beaucoup de colère et de désespoir. Je condamne toute violence, mais aujourd'hui malheureusement, tu vas voir des Noirs en colère à la télé au niveau international. Si tu as la mémoire courte, n'oublie pas les gilets jaunes, c'était il n'y a pas très longtemps. Allez, petit rappel. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que ni toi derrière cet écran, ni moi aurons la fameuse réponse à la question « Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps » Ce qui est sûr, au lieu de perdre du temps à faire des théories, c'est qu'il y a une vraie urgence pour les minorités de France de se réapproprier leur histoire, la vraie. Pourquoi vouloir nous faire croire à l'université que l'esclavage et la colonisation a été quelque chose de bon pour l'Afrique? J'ai fait l'école au Sénégal et le discours est tout autre. Au cas où, toi, derrière cet écran, tu aurais des doutes, imagine-toi juste une minute qu'on te sépare de toute ta famille, qu'on les disperse dans le monde entier et que tu n'aies aucune chance de les retrouver, qu'on t'arrache ton enfant dans tes bras, que tu es persuadé de plus jamais le revoir. Qu'on vienne par la suite te dire « Mais non, c'est quelque chose de bien pour toi ». Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien pour toi? Si tu as encore des doutes, alors là, je pense que plus personne ne peut quoi que ce soit de plus pour toi. Pourquoi aussi nier que l'Égypte antique était noire, scientifiquement prouvé par Cheikh Anta Diop, et avec les forts traits de ressemblance des nez cassés? Et j'en passe pour éviter que la vidéo soit trop longue. En bref, l'histoire est choisie, écrite, assemblée par des hommes blancs, catholiques, hétérosexuels, et ils ont délibérément effacé l'histoire des Noirs, quelle que soit leur prouesse, l'histoire des femmes, quelle que soit leur prouesse. Conséquent, les gens à l'échelle internationale ont une vision partielle de la réalité, car notre rôle de Noir a changé, notre rôle de femme a aussi changé. Sûrement celui des autres communautés arabes, asiatiques, mais la vérité est que je ne pourrai jamais parler à la place des communautés dont je ne fais pas partie. Ainsi, j'appelle toutes les communautés minoritaires de France à se réapproprier leur histoire, car clairement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ne laissons plus les autres écrire notre histoire à notre place. Il faut écrire notre histoire pour qu'elle soit à notre image. Notre histoire sur l'esclavage, la colonisation, l'indépendance, nos inventions ont été accaparées par ces mêmes personnes faiseurs d'histoire. Nous devons de réécrire notre histoire, de rétablir la vérité pour nos enfants et nos futurs adultes de demain. De nos jours, il existe des plateformes tellement puissantes telles que YouTube ou encore les réseaux sociaux qui sont complètement démocratisées et gratuites. J'ose aujourd'hui m'afficher sur les réseaux sociaux pour jouer mon rôle en tant qu'actrice du changement pour que enfin The Black Lives Matter définitivement. Tout ce qui se passe en ce moment, il faut savoir que ce n'est pas une communauté contre une autre, mais juste de se rendre compte de certaines réalités pour mieux avancer, vivre ensemble. Nous exigeons le respect, la justice, pas forcément l'amour si vous n'êtes pas prêts. J'utilise aujourd'hui ma voix pour lutter contre les discriminations, contre le racisme et évoquer la diversité du monde à travers mes voyages et mes rencontres, car n'oublions pas, je suis moi-même issue de cette belle diversité qu'est la France.
Je remarque que ce sont ceux et celles qui racontent des histoires qui dirigent le monde. À notre tour de raconter nos histoires. Unissons-nous, car comme dit le dicton, ensemble, nous irons beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici. En tout cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo, car il y en a plein d'autres qui vont arriver si ce contenu t'intéresse. Passe donc de la fin, parce que la vie va vite. Ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage dans le respect, car c'est le minimum requis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec cette image de nos futurs adultes de demain pour qu'ils ressentent un peu plus cette liberté, égalité, fraternité. Allez, peace!